Bonsoir à tous, bienvenue à la HED. La HED aime... Attendez, je vais mettre mes lunettes parce que sinon... La HED aime, à travers son programme de conférences Talking Heads, vous faire rencontrer des personnalités talentueuses de différents domaines d'études qu'elle couvre au travers de ses enseignements. Alors ce soir, notre bonheur est triple puisque nous avons la chance, grâce à Agnès Liely, de couvrir 3 des domaines de l'école, de plonger dans l'univers de 3 disciplines enseignées à la HED, le design mode, le design bijoux, montres et accessoires. On sait que la boutique de Genève notamment réserve une grande place aux montres et à la joaillerie. Et surtout, la discipline dont on va beaucoup parler ce soir, l'architecture d'intérieur et le design d'espace. Au nom de Jean-Pierre Greff, qui est retenu ce soir par d'autres engagements de l'école, et il y en a beaucoup, j'aimerais remercier Agnès Liely de venir partager son parcours professionnel avec nous. J'aimerais aussi remercier la Maison Chanel, qui notamment nous fera la joie d'une visite personnalisée à l'attention de nos étudiants en architecture d'intérieur demain. Enfin, je souhaite également remercier Jean-Pierre Blanc, directeur du Festival international de la mode et de la photographie de Hyères, qui nous fera la joie de mener cette Talking Heads avec Agnès Liely. Cette conférence clôt également notre programme de Talking Heads de l'année. Nous reprendrons le programme en automne, mais à partir de l'année prochaine, les conférences auront lieu sur le tout nouveau campus de la HED. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, l'école commence un grand déménagement à partir de septembre et nous serons très heureux de vous recevoir dès l'automne à l'espace Hippomène pour le prochain cycle de conférences. Permettez-moi de terminer avec une citation de Gabrielle Chanel. Je n'y résiste pas. La mode n'existe pas seulement dans les robes. La mode est dans l'air. C'est le vent qui l'emporte. On la pressent, on la respire. Elle est au ciel et sur le macadam. Elle est partout. Elle tient aux idées, aux mœurs, aux événements. Très belle soirée à tous et merci encore pour votre présence. Merci beaucoup Sandra. Bonsoir à tous. Agnès, heureux d'être à tes côtés. Moi également. Alors, si nous sommes réunis ce soir, comme le disait Sandra tout à l'heure, c'est pour célébrer plusieurs choses. Je mettrai en premier lieu l'amitié qui me lie à Agnès Liely, au travers du Festival d'Hyères que j'organise et durant lequel j'ai eu la chance de partager des moments de travail avec elle. On célèbre aussi cette maison immense, la plus belle maison du monde dans la mode qui est la Maison Chanel. Donc je suis très heureux de faire partager ce moment de découverte avec vous. Et ça me fait très plaisir de faire cette Talking Head ce soir en clôture, ce que je ne savais pas de la saison, ici à la HED où j'ai le plaisir de travailler aux côtés de Léa Pecre pour la section mode régulièrement pendant l'année. Voilà. Donc ce soir, nous accueillons Agnès Liely, qui est la directrice de création du développement décor et visual merchandising international chez Chanel. Mais avant de rentrer dans le détail de son travail aujourd'hui chez Chanel, je vous propose de faire un petit retour en arrière rapide pour parler de son parcours personnel. Donc Agnès, vous rêvez de devenir ballerine. Ton inscription par l'un de ses professeurs au concours des arts appliqués du lycée Marie Curie de Marseille changera le cours de ta vie. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui nous lie, parce que c'est ta vie qui débute dans le Sud, ce qui est une chose... Je suis une fille du Sud quand même, avant tout. C'est important, donc du coup c'est aussi quelque chose qu'on aura partagé plusieurs fois dans la soirée. Donc à 15 ans, tu quittes ton village de Nyons pour découvrir seul Marseille et son nouveau lycée. Ton parcours scolaire est riche d'activités telles que la photo, la peinture, la sculpture, la calligraphie, le design, l'architecture, qui nourrissent déjà l'enfant indépendante et curieuse que tu es. Désolé, je vois rien. Et puis ensuite, tu quittes ta région merveilleuse pour être à Paris en 1985, où tu es reçu dans la prestigieuse école Boulle, en section architecture d'intérieur. Tu compléteras ta formation et il trouvera un formidable tremplin pour tes nombreux talents créatifs, avec notamment, nous y reviendrons tout à l'heure, avec ta participation au Salon des artistes décorateurs, déjà, qui se tenait au Grand Palais en 1986, et dont
dont la réalisation d'un tatouage éphémère comme mode d'identification d'une liste d'invités te permettra de figurer dans le livre de l'exposition. Après un passage dans un cabinet d'architecture et un poste de chargé de PLV au sein des Galeries Lafayette, tu intègres le service d'architecture d'intérieur du Bon Marché, maison prestigieuse aussi, en charge à la fois des expositions culturelles et des vitrines thématiques. On aura l'occasion d'en reparler aussi tout à l'heure. Puis, par le biais d'une amitié forte et de ta personnalité, tu intégreras la maison Chanel en 1996. Et tout ça se fait aussi parce qu'il y a une relation spécifique avec la maison Chloé, avec un ami qui travaille à l'intérieur de cette maison et qui pense à toi quand Karl Lagerfeld cherche quelqu'un pour travailler au visual merchandising au sein des boutiques. Et puis après, évidemment, c'est donc l'intégration de la maison Chanel. Presque de manière concomitante, l'ouverture de la boutique avec Rodolphe Ménulier, qui est une des rencontres, on parlera de rencontres tout à l'heure, majeures de ta vie. Et puis, du coup, à l'intérieur de la maison Chanel, l'opportunité de travailler énormément pour développer ce secteur des visual merchandising dans cette magnifique maison. Donc aujourd'hui, tu es à la tête d'une équipe de 50 personnes réparties en 3 pôles, la création, le développement de décors, le visual merchandising international et la formation VM. Nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Donc tu es parmi nous ce soir pour présenter toute ton image, ton parcours et ta vie professionnelle. Donc ce que je vous propose, c'est de revenir tout d'abord aux rencontres qui ont marqué le début de ta carrière professionnelle et en particulier, avant ces rencontres, au moment du Salon des artistes décorateurs en 1987. Oui, moi je voudrais vous souhaiter une très bonne soirée aussi. Je suis ravie, très honorée d'être là ce soir parmi vous et ravie de partager mon expérience avec vous. Et j'espère que je pourrai vous apporter un éclairage un peu différent sur notre métier et le métier de la mode, mais qui est vaste et qui rayonne largement autour d'autres moyens. Comme a dit Jean-Pierre, effectivement, on parle de visuel, de catalogue, d'images, d'architecture, de design. Enfin, c'est très, très riche et ce parcours était important de le faire avant d'arriver dans cette belle maison. Donc, si on revient 87, c'était quand même il y a assez longtemps. Donc voilà une image très années 80, on retrouve tous les codes effectivement de l'époque. Mais pour moi, ça a été comme vous, j'étais dans une école d'art. Aussi, j'étais encore à l'école Boulle et je terminais mon cursus scolaire. Et effectivement, j'ai eu la joie et la chance d'avoir été sélectionnée pour présenter ce tatouage. En fait, on pouvait présenter effectivement quelque chose autour de nos métiers, de l'identité visuelle ou de l'architecture d'intérieur. Et moi, j'étais déjà très attirée par l'art du tatouage, déjà à l'époque. J'avais déjà quelques petites choses. Et c'est vrai que j'avais très envie de prendre un petit peu, de twister un petit peu les études que j'avais faites. Et j'avais envie de créer un objet et quelque chose qui soit, alors bien sûr, pas permanent, parce que c'était un tatouage éphémère, mais c'était en utilisant les codes du Salon des artistes décorateurs. Donc, ils avaient un logo qui était le SAD, et donc c'était quelque chose de très, très photographique, très photogénique, et voilà. Donc j'ai créé cette petite chose, mais qui m'a remplie de joie, parce que c'était le début j'espérais, d'une grande aventure dans ce métier, ce qui n'était pas évident quand on sort de l'école. Donc là, le tatouage, il n'est pas présent. Je ne l'ai pas retrouvé vraiment, en fait. J'ai juste le livre et effectivement une illustration que j'avais faite à l'époque parce que j'aimais beaucoup les tatouages de peau. Et donc, voilà. C'est une petite aparté, mais c'est important pour moi parce que j'aime beaucoup l'art japonais. Et justement, le tatouage, pour moi, est une forme d'art. Donc, ça va faire partie de mon identité et de ma personnalité. Donc, Jean-Pierre parlait effectivement des rencontres. Donc si je sors de l'école effectivement, et assez rapidement, étant une bouliste comme on dit, j'ai la chance de rentrer aux Galeries Lafayette. Mais c'est vrai que depuis toute petite, j'étais quand même très attirée par la mode. Mais je ne suis pas styliste du tout. En fait, j'ai vraiment un feeling pour ça. J'ai quelque chose d'un peu inné. Mais c'est vrai que ce n'est pas le métier que je souhaitais faire. Mais du coup, j'ai l'opportunité de rentrer dans un grand magasin, après avoir fait des stages dans des bureaux d'études d'architecture que je trouvais un peu ennuyeux, je dois avouer. J'avais envie d'un peu plus de fun. Donc j'ai la chance de rentrer aux Galeries Lafayette. Et de là, effectivement, j'ai été appelée pour
pour travailler au Bon Marché, qui pour moi était aussi un moment très important parce que c'est là où j'ai fait de très très belles rencontres. Le Bon Marché étant un grand magasin un peu unique et effectivement qui encore aujourd'hui propose beaucoup d'événements. Ce n'est pas seulement un magasin avec des marques, c'est au-delà de ça, c'est des rencontres, c'est vraiment un partage entre l'art, le design, etc., etc. Donc c'est vrai que je suis rentrée simplement parce que aussi LVMH venait de racheter le Bon Marché. Et il y avait un grand mouvement de restructuration de ce grand magasin qui est mythique. Et donc j'ai eu la chance de participer effectivement à tout ça. Donc j'ai commencé par du design d'espace et ça a été mes premières rencontres avec effectivement des marques. Donc des négociations, des espaces à créer. Et rapidement, on m'a confié les espaces culturels, les expositions culturelles. Donc effectivement, là, j'étais amenée à rencontrer Olivier Sayat, que j'adore, qui est un historien français de la mode et qui est directeur du musée aujourd'hui de Galliera, musée de la mode de la ville de Paris. Et c'est vrai on s'est toujours suivis et on a fait des beaux projets ensemble. Notamment, j'ai rencontré Kisran Lacroix, on a fait Lacroix et le théâtre. J'ai fait l'exposition de Didier Gomez et plein d'artistes. Donc c'est quelqu'un qui compte dans ma vie. Beaucoup, voilà, parce que par la suite j'ai eu l'occasion de faire des concours avec lui pour le musée Galliera, voilà, donc c'est une rencontre intéressante et qui est toujours près de moi. Et à côté, donc Christophe Pillet, qui est un ami aussi de longue date que j'ai rencontré quand j'étais au Galeries Lafayette et qui était un élève de Starck. Voilà, et qui aussi a décidé de monter sa propre. Ah, il n'est pas la photo, pardon. Ah, pardon, j'ai parlé sur pas de photo. Voilà, c'est mieux. Olivier Sayat, voilà, et Christophe Pillet, qui effectivement fait toujours partie de ma vie. On a fait beaucoup de choses ensemble, et Christophe était le designer à l'époque. Enfin, il sortait de l'école Starck, c'était déjà une signature assez importante. Il avait envie de voler de ses propres ailes, et c'est vrai qu'on s'est rencontrés. Et j'aime beaucoup la petite phrase, effectivement, pour moi, le Bertoya, c'est l'équivalent de la petite robe noire dans un dressing. Donc, comme quoi, ça me poursuit forcément, c'est tellement évident aujourd'hui. Voilà, que je sois chez Chanel, c'était ma destinée, et Christophe fait partie de ma vie. Juste pour rebondir comme ça un petit peu un instant, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que les deux personnalités dont vient de parler Agnès, qui sont des rencontres importantes pour elle, sont aussi des gens qui sont proches de la Villa Noailles. Olivier Sayat a été très longtemps administrateur de la Villa, on est amis depuis longtemps, on a fait beaucoup d'expositions ensemble, et Christophe Pillet est d'origine de Saint-Raphaël, ouais. Et bon, on a fait des projets aussi ensemble, et quand il s'agit de construire une maison pour ses parents, Christophe avait choisi de faire une réplique à sa manière, à sa façon, avec son amour de l'architecture, de la Villa Noailles pour ses parents. Donc c'est une des maisons emblématiques de l'architecture du XXe siècle. Christophe a décidé de construire. Bon voilà, ce sont des choses qui se passent en parallèle. On va y revenir souvent comme ça. Et c'est toujours intéressant de voir comment, même avant que l'on se connaisse, il y a toujours comme ça des croisements d'amitié. On parlera tout à l'heure de Florence Muller, il y a toute une série de gens comme ça. Mais aussi, je ne t'ai pas interrompu tout à l'heure, je crois qu'on peut dire tous les deux qu'on a une manière d'aimer la mode qui est notre manière. On aime la mode, on n'a pas de mal à le dire. Et surtout, on aime les gens qui sont aussi autour des créateurs et qui font vivre cette créativité. Et c'est ce qu'on va ressentir, je pense, tout au long de ce moment que nous allons passer à découvrir l'œuvre d'Agnès. Donc, je poursuis avec deux autres personnes, mais qui seront reliées à effectivement ma grande rencontre avec Rodolphe Menudier, qui est un designer de chaussures. Donc, c'est Emmanuel Brunet, vous le connaissez peut-être pas, mais il a un grand talent et il est directeur artistique de plein de marques. Et c'est vrai qu'on a commencé une histoire très très belle quand on a lancé la marque Rodolphe Menudier, que vous connaissez peut-être pas tous, mais qui existe encore et on va continuer à la faire vivre. Et à côté, vous avez Domo et Pérez, donc deux artisans tapissiers, éditeurs de mobilier qui sont très connus dans la profession et qui sont aussi des amis de Christophe Pillet. Et tous ces gens-là ont fait partie de ma vie à un moment donné quand on a créé la marque avec Rodolphe Menudier. Donc la marque a été créée en 1995. Donc moi, bien sûr, on voit que mes jambes, parce que c'est quand même Rodolphe le designer. Donc c'est vrai qu'on a commencé cette histoire parce qu'on s'est rencontrés en 87, effectivement, et moi j'étais
aux galeries, au Bon Marché, etc. Et Rodolphe, en parallèle, après avoir fait l'AFPIC, on en parlera aussi, qui est une école aussi prestigieuse, où beaucoup de designers chaussures très connus sont sortis de cette formation. Effectivement, il a commencé à travailler. Je vais en parler. C'est important pour moi parce qu'effectivement, c'est aussi des rencontres, parce qu'il a travaillé pour Chanel, d'ailleurs, à cette période-là, pour Paco Rabanne. Et moi, en parallèle, je continuais ma vie, mais pas dans la vie active. Et c'est vrai qu'il y a vraiment une corrélation entre nous deux, jusqu'au jour où on s'est dit, mais pourquoi on ne crée pas une marque de chaussures après tout? Pourquoi travailler pour les autres? Et voilà, et on a décidé de le faire. Et on avait chacun un job quand même aussi. Rodolphe, à cette époque-là, en 95, était designer pour la maison Dior. Et effectivement, une année après, moi, je travaillais pour la maison Chanel. Et on a sauté vraiment tous les deux dans cette aventure sans réfléchir. Je pense que c'est ce que je recommande à tout le monde, c'est que parfois il faut. Enfin, moi, je suis plutôt dans l'action. Je suis toujours en mouvement. J'ai vraiment besoin de faire plein de choses. Donc, ça me semblait évident. Donc, voilà, c'est intéressant de mener en parallèle plusieurs métiers. Bon, je pense que c'est important et ça enrichit effectivement tout le savoir-faire, tout ce que je connais aujourd'hui de ces métiers. Et la chaussure en fait partie, parce que pour moi, c'est vraiment important pour l'allure. Et étant dans cette maison Chanel où l'élégance et l'allure est vraiment un maître mot, ça fait partie vraiment de nos codes. Je trouve que la chaussure permet d'élever la femme et d'avoir un comportement comme la danse. On parlait de la danse, mais c'est vrai que j'aime cette rigueur, cette discipline. Et effectivement, cette occupation de l'espace et la façon dont on bouge et comment on appréhende les volumes. Et finalement, voilà, c'est comme un peu les mathématiques pour l'architecture. Je ne sais pas. Enfin, moi, ça m'a fait grandir aussi. J'essaie d'aller vite peut-être. Non, mais tout va bien, il ne faut pas aller vite. Je fais juste une petite aparté, comme ça on parle de cette création de la maison Rodolphe Menudier dans les années 90, à la fin des années 90. C'est un moment particulier en France, on parlait tout à l'heure de l'AFPIC, on est dans une école ici. Énormément de gens en France, de talents immenses, de la chaussure en particulier, ont pu réussir grâce à cette école. Donc c'est une manière de souligner que le travail des écoles est fondamental, bien évidemment. Peut-être qu'on ne le dit pas toujours assez souvent. Nous, on a, au Festival d'hier, reçu dans ces années-là beaucoup de gens qui étaient issus de l'AFPIC. Je racontais à Agnès qu'on avait d'ailleurs fait à cette époque-là, en 99, dans une scénographie de Ronan et Erwan Bouroulec, une exposition qui s'appelait French Shoes, où on présentait comme ça toute cette génération de créateurs de chaussures français qui s'installer comme ça dans cette filiation très belle des Charles Jourdan, Robert Clergerie, Stéphane Kellian, toutes ces grandes maisons, avec tout ce qui allait déjà autour. On en discutait aussi, la collaboration de Jourdan avec Guy Bourdin, par exemple. Donc on voit bien qu'on est au moment où la maison Rodolphe Menudier que vous lancez est créée. C'est un moment particulier en France où les accessoires sont des créations à part entière. On ne les assimile pas à de simples objets accessoires qui viennent compléter une tenue ou une silhouette. Ils ont une existence de créateurs et de création vraiment spécifique. Et c'est intéressant de voir que ce moment, c'est le moment que vous choisissez pour lancer votre maison. Pour lancer la marque, surtout qu'on sortait vraiment d'une période un peu grunge, on va dire. C'est pas que j'aime pas cette période, mais c'est vrai qu'on avait envie de choses sexy, un peu glamour, et avoir de revenir à des chaussures, voilà, avec des talons hauts, un peu rock. Et c'est vrai qu'on est arrivé vraiment au bon moment et ça nous a permis effectivement de grandir assez vite et d'avoir du succès. Et effectivement, là il y a une petite bio justement écrite par Florence Müller, justement cette journaliste dont on parlait tout à l'heure, et quelques catalogues. Donc je vous parlais d'Emmanuel Brunet, mais ce qui est génial, c'est que hormis le fait de devenir chef d'entreprise, parce que c'est pas rien, je veux dire, créer une marque, c'est pas juste dire tiens, on va faire dessiner des chaussures. C'est que voilà, on en est arrivé jusqu'à faire une boutique et avoir une reconnaissance mondiale, mais avant on a galéré, quoi. Et c'est vrai qu'on les a fait en plus de notre job, et c'était super intéressant. Et c'est vrai qu'on a besoin de s'entourer de talents, et les rencontres que j'ai faites nous ont énormément apporté. Donc c'est vrai qu'Emmanuel Brunet, qui est un DA qui vraiment incarne, enfin avec qui on a vraiment eu des relations extraordinaires, nous a permis effectivement voilà, parce qu'il y a
le savoir-faire et à le faire savoir. Donc c'est hyper important aussi. On commençait déjà à comprendre ce que c'était que la communication et la façon de se vendre, qui fait vraiment aussi partie de mon métier aujourd'hui. Et c'est Christophe Pillet qui fait la boutique. Et voilà, et Christophe Pillet, donc quelques photos de la boutique rue de Castiglione. Voilà, donc une architecture. D'ailleurs, il y avait peu de boutiques noires à l'époque. Donc c'est un travail qui était assez nouveau. On a décidé de s'installer dans un lieu vraiment où il y avait rien, parce que rue de Castiglione, c'est la continuité de la place Vendôme. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas grand-chose personne n'avait très envie de s'aventurer. Bon, aujourd'hui, maintenant, on connaît un petit peu ce qui est devenu, voilà. Bon, avec bien sûr l'arrivée de Colette et tout ça, mais c'est vrai que c'est devenu vraiment un lieu de la mode. Ces lieux mode se sont déplacés et tout d'un coup, c'était intéressant. Et puis de se dire, tiens, on s'est posté devant cette boutique, on n'avait pas les moyens, mais on a dit, on veut être là. Et on a mis tous les moyens en œuvre pour y arriver. Donc voilà, on a beaucoup travaillé. Et c'est vrai qu'on s'est entouré des meilleurs, et notamment nos copains. Donc c'est vrai qu'avec Christophe, on a créé cette boutique. Et en fait, ce que vous voyez dans cette image-là, qui n'est pas très bonne d'ailleurs, en fait, il y a tout le travail des Domo et Pérez, qui sont effectivement ils font de la sellerie, ils sont tapissiers. Effectivement, ils ont fait toute la partie en alligator, qui n'est pas du vrai, bien sûr. Mais du coup, on a fait un vrai travail avec eux, et avec plein d'artisans. Et déjà, à l'époque, c'était génial d'avoir la chance de faire sa propre boutique, et pas seulement, et de se dire, voilà, on a envie d'être là. Moi, je me souviens de l'ouverture. Je ne connaissais pas forcément bien les choses à ce moment-là. Et je me souviens de l'ouverture, du buzz que ça avait fait, des articles dans la presse. Je me souviens d'être allé voir la boutique par intérêt et par curiosité. Ouais. Donc c'est aussi une belle manière d'illustrer que la communication dans nos métiers peut aussi passer par la qualité des gens que l'on choisit d'avoir à nos côtés, à ses côtés, et que c'est important, et que c'est des choses que l'on va ce soir continuer à voir dans votre parcours. Alors c'est vrai que la boutique a été ouverte en 2000, donc ça faisait déjà 4 ans que j'étais chez Chanel, et c'est vrai que moi c'était une sorte de laboratoire, parce que c'était assez drôle de pouvoir travailler des displays, travailler des vitrines, voilà, et d'acheter des produits et de les vendre, de faire les shows. Enfin, ça m'a énormément apporté. J'étais mannequin pied aussi, alors voilà, entre autres. J'étais la muse de Rodolphe, mannequin pied, et puis je faisais toute la partie un peu merchandising, vitrine et tout ça. Et voilà, et on a monté aussi un showroom à Milan, et on avait voilà, plein de choses. Bon, après, on avait plein de points de vente dans le monde entier, donc la partie distribution, enfin, c'est important de connaître ça. Enfin, moi, je pense qu'effectivement, dans nos métiers, c'est important de connaître le retail, comment ça se passe, qui sont nos clients, et c'est vrai que c'est très différent dans la façon après dont on mène à bien nos créations, et voilà, on ne crée pas pour créer comme ça. Il faut qu'effectivement il y ait des inspirations, et effectivement c'est important d'apporter notre créativité et des partis pris forts, mais il faut penser aussi à qui va les porter, et ça c'est important. Donc j'ai énormément appris en parallèle avec Rodolphe. Ensuite, juste là, c'est pour toujours ces collaborations. Voilà, là c'est un sac chaussures, mais qu'on a fait avec Goyard. Donc c'était une belle expérience aussi, c'est des rencontres. Voilà, on a travaillé avec Jean-Paul Evin. D'ailleurs, on a un escarpin. Je vous dirai pas comment s'appelle l'escarpin d'ailleurs. Je peux pas ce soir, mais du coup vous pouvez l'acheter toujours. C'est toujours en vente. Parce qu'il y a des histoires derrière, mais du coup, Jean-Paul Evin, c'est un chocolatier très connu, parisien, et donc l'escarpin est toujours vendu. Donc c'est un escarpin au pays du chocolat. Au pays du chocolat. Je vous recommande une petite visite chez Jean-Paul Evin, parce que c'est assez génial. Voilà, et Stéphane Marais, qui était un make-up artiste qui a travaillé très très longtemps pour la maison Chanel, et qui avait ouvert sa boutique, et avec qui on a développé des produits aussi. On a fait parce qu'on faisait du soin pour les pieds également, donc on a créé une ligne de vernis à ongles. Voilà, donc on a plein de belles collaborations comme ça. Bourgeois aussi, on a fait des événements avec Bourgeois. Delphine, qui est designer et qui faisait plutôt des chaussettes, des collants, des choses comme ça. Voilà, et ensuite, très récemment, une jolie collaboration avec Eram, avec 2 saisons, une capsule menudier. Donc encore un autre réseau de distribution que je ne connaissais pas du tout, donc des chaussures à 49 €. Donc voilà, on peut s'offrir des chaussures Rodolphe Menudier à moins de 100 €. Donc voilà, j'aime bien ces contrastes dans la mode, et puis ces univers qui sont très différents. Et c'est vrai que j'ai la chance de travailler dans une belle maison comme Chanel, et en même temps, c'est un bonheur de pouvoir aussi voilà, s'aventurer sur d'autres terrains. Et voilà.
Donc voilà le moment qui arrive. Je saisis Stéphane Marais comme transition. En 1995, j'ai l'immense plaisir un peu par hasard me concernant, de faire un livre avec Karl Lagerfeld sur la Villa Noailles. Karl Lagerfeld viendra faire des images pour sa collection personnelle dans le lieu, et nous nous rencontrons, et le make-up artiste de la série, qui est magnifique, dont un livre est produit, était Stéphane Marais. C'est une rencontre, c'est une des rencontres de ma vie aussi. Donc c'est en 95, et c'est donc juste l'année qui précède ton entrée dans la maison Chanel. Alors, apparaissent à l'écran deux personnages clés. Je n'ai pas mis le nom de Karl. Deux personnages clés qui sont des rencontres très très importantes, qui sont évidemment donc Karl Lagerfeld et Eric Freunder. Et ça va comme ça dérouler toute cette amitié et cette manière de collaborer dans cette maison avec cette rencontre du début en 1996. C'est une grande famille. On parle de Stéphane Marais. C'est vrai qu'il faisait partie de la famille, et c'est vrai que cette maison, on sait que derrière il y a une très très belle histoire autour déjà de l'histoire effectivement des propriétaires, de Gabriel Chanel, de sa vie. Et c'est vrai que l'arrivée de Karl en 83, Eric Freunder est le directeur de l'image, et c'est son bras droit, son collaborateur, c'est son binôme. Ils travaillent depuis toujours ensemble. Eric Freunder est arrivé avant Karl, mais c'est vrai que pour moi c'est des personnes très très inspirantes, et surtout effectivement j'ai démarré un autre chapitre de ma vie. Grâce effectivement à ces deux rencontres. Donc mon arrivée chez Chanel, effectivement, j'étais au bon marché, et tout d'un coup, effectivement, il se trouve que à l'époque, la maison était déjà une grande maison, mais on n'avait pas autant de boutiques, on travaillait un peu, on faisait un petit peu tout, effectivement. Et moi, je suis arrivée là. Pas par hasard, parce que forcément il y a une raison, il y avait une expérience, et effectivement j'ai été effectivement demandée pour travailler, pour monter effectivement un service visual merchandising, parce que ça n'existait pas vraiment à l'époque. Donc moi j'avais déjà effectivement travaillé dans ce domaine-là, même si c'est pas à la base mon domaine, venant d'une école un peu différente, d'architecture d'intérieur plus design d'espace, mais comme j'ai toujours eu ce lien avec la mode, effectivement ça semblait évident. Donc je suis rentrée par la petite porte, on va dire, et voilà. Et c'est vrai que ma rencontre avec Karl, elle s'est faite au détour d'une nuit avant mon arrivée chez Chanel. Je devais présenter un projet de nouvelle génération de boutiques et de vitrines, pardon. Et voilà, donc j'ai atterri dans un studio photo. Karl était en train de shooter. Et effectivement, on découvre un univers fantastique. Je le connaissais déjà un petit peu parce qu'on avait travaillé avec Rodolphe. On dessinait les chaussures pour Chloé. Donc effectivement, j'avais été baignée un petit peu dans cet univers, mais sans vraiment l'avoir rencontré. Donc j'ai été présentée à Karl, et effectivement, très très simplement, sans je veux dire quelque chose de juste de très naturel. Et voilà. Et j'arrivais avec des idées nouvelles, pas parce que les idées étaient pas nouvelles avant, mais c'est vrai qu'on avait très envie. Je pense qu'ils avaient besoin d'avoir quelqu'un qui concrètement peut-être prenne en charge effectivement l'image effectivement des boutiques, de notre réseau de distribution qui était encore tout petit à l'époque. Et c'est vrai que c'était des métiers qui n'étaient pas très valorisés, qui n'existaient pas vraiment. Et par mon parcours, je pense que j'apportais une expérience nouvelle. Et voilà, donc il a fallu structurer et créer surtout ce service. Et voilà, on a commencé par ces vitrines un peu inattendues. Donc j'ai dessiné des mannequins, on a créé un mannequin, notre premier mannequin qui devait incarner la marque. Enfin, voilà, c'était un enchaînement, et on a grandi vite, toute la maison a grandi vite. Des vitrines nouvelles, mais c'était très important parce que effectivement, comme vous le savez, Chanel a une belle histoire, a un héritage extraordinaire, un ADN fort, des codes très très forts. Donc c'est vrai qu'on a de la chance d'avoir autant de contenu, autant de richesse. Et Karl arrivait effectivement avec d'autres propositions. Et c'est vrai qu'il a toujours envie de bouger, de mouvement. Donc c'est vrai qu'on est là pour servir la marque et pour vraiment travailler, essayer de mettre en scène effectivement les collections magnifiques que Karl crée. Et il est très très investi dans cet univers. Pour lui, c'est important, les collections, mais
l'univers dans lequel les collections vont évoluer, comme vous connaissez à travers les images, les shows extraordinaires. Il est très très sensible à ça et voilà, donc on peut raconter plein d'histoires intéressantes. On va vous en raconter plein. Donc ce que vous disiez pour votre première rencontre avec Karl Lagerfeld qui se passait au moment d'une séance de photos. Vous m'expliquez que c'était souvent comme ça, même aujourd'hui, que ça continue de se passer. Vous avez, chaque fois que quelqu'un a des choses comme ça à présenter, ça se passe souvent au moment des séances de photos qui sont si importantes pour Karl Lagerfeld. Et aussi cette idée de la validation, avec de la présentation et de la validation, qui est toujours le final cut que Karl Lagerfeld a, et ça paraît évidemment logique que cette proposition soit faite systématiquement Bien sûr, à celui qui est à la tête du studio et qui dirige la partie créative de la maison. Oui, parce que tout découle du défilé. Et voilà, c'est la création qui drive cette maison, la créativité au cœur de notre activité. Donc c'est vraiment, l'image est très importante pour Karl et surtout la création. Donc effectivement, c'est très important d'avoir son aval, et sa validation, son œil sur tout ce qu'on fait. Et c'est un vrai échange et ça se fait d'une façon très naturelle. Ça, c'est un petit dessin que j'ai fait en 96 quand je suis arrivée. Donc j'avais déjà ce chignon que vous avez vu sur la photo. Donc c'est moi là-haut. Donc c'était juste un petit clin d'œil comme ça. Voilà. Et donc voilà, donc après votre arrivée, je vous proposais de raconter un petit peu l'ambiance de travail dans votre service du visual merchandising et voir comment les choses se passent, comment vous êtes installé et dans quelle ambiance de travail vous êtes. Donc c'est vrai que moi je suis rattachée à la direction image, donc il y a à l'image, il y a forcément les campagnes dont Eric Frinder est en charge. Ça, tout le monde peut les voir et les découvrir. Effectivement, il y a la partie des shows. Et moi, j'ai cette partie effectivement, qui est événementielle autour du visual merchandising. Et voilà, donc je vais vous raconter un petit peu après, effectivement, un peu les formats d'événements que vous pouvez vraiment découvrir partout sur les réseaux, etc. L'ambiance de travail, c'était... j'avais très envie de vous montrer, parce que le lieu, c'est important de créer les conditions pour bien travailler. On est dans un métier d'identité visuelle, où l'esthétisme est super important. Et c'est vrai qu'on a la chance chez Chanel d'avoir des codes très forts. Donc c'est vrai qu'on a besoin, nous les créatifs, effectivement, d'être dans un environnement où on se sent bien, où on a la liberté de créer des espaces, effectivement, qui soient... vraiment propice à la création, à l'échange. Voilà, donc là, c'est quelques photos de nos studios, mais en fait, ça fait partie, c'est des grands plateaux où effectivement, chacun peut, effectivement... Donc, on fait beaucoup de choses maison. Donc, c'est vrai que, voilà, c'est vrai qu'on aime bien garder un peu le mystère, donc on ne travaille pas forcément avec des maisons extérieures, des agences, etc. C'est vrai qu'on est très fait maison, fait main, un peu vraiment dans la haute couture. Donc c'est vrai qu'on a forcément des studios photos. Donc c'est un peu comme dans une grande école. On a tous les moyens mis en œuvre pour réaliser effectivement un projet. Donc on travaille beaucoup en mode projet. Donc là, c'est des studios photos, ce grand couloir où effectivement... on a des images, donc ça c'était un événement qu'on avait fait autour de la Little Black Jacket, notre petite veste noire, un très bel événement qui était itinérant et qui a parcouru le monde. Et Karl est aussi photographe. Karl est vraiment un chef d'orchestre, mais aussi avec des activités créatives très importantes. Il est architecte d'intérieur, il est styliste, il est photographe. Voilà, il a beaucoup de cordes à son arc et on est un peu comme lui. En fait, il faut qu'on soit un peu comme lui pour arriver à le suivre. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu les espaces. Voilà, on a un Wall of Fame, comme on appelle, donc un peu comme dans les écoles, hein, on expose nos réalisations aussi, on partage. Voilà, donc c'est des bureaux. Donc c'est vrai que moi j'ai un peu plus de 50 personnes, 55 exactement, mais qui est répartie, donc comme vous l'avez bien compris, il y a une partie plus conception, donc autour justement de la création des décors pour les vitrines, pour les événements images, les boutiques éphémères. Vous allez voir des exemples, des animations autour de nos collections. Voilà, et j'ai une grosse équipe effectivement de visual merchandisers qui mettent en scène effectivement les collections et qui sont clés dans nos boutiques. Voilà. Et Karl, effectivement,
aime aussi aime découvrir les boutiques. Il va forcément voir les vitrines, il voit les maquettes, les prototypes et tout ça. Mais il passe devant les boutiques tous les jours et pour lui c'est important. Et aussi l'intérieur, il a un bon œil. Hein, donc vraiment, voilà. Donc c'est des exemples un petit peu des espaces où l'on travaille. Voilà. Après, vous connaissez un peu tous, en tout cas les étudiants, le process, hein, les sketchs, les idées. Voilà, nos métiers, c'est avant tout d'avoir des idées, de pouvoir les réaliser, et les réaliser partout dans le monde, parce qu'on est une maison internationale. Donc c'est comment effectivement on a un petit Carl là on voit au fond, qui est toujours présent. Voilà, donc quelques audios. Voilà, c'est notre univers. C'est vrai qu'il est très connoté, très Chanel, mais je pense que voilà, on a besoin de ce cadre. Donc c'est très graphique, très noir et blanc. Bon, les photos sont en noir et blanc, soit, mais voilà. Mais c'est ça en fait. C'est voilà. Donc toujours bon, un peu comme des studios, comme un backstage de défilé, il y a beaucoup de choses. Non. Ah, mon écran, voilà, c'était pour un événement que l'on avait fait. Ça s'appelait Mobile Art, une expo itinérante. Mais c'est un vrai, en fait. Hein, c'est un vrai expo itinérante autour justement de l'art. Et le lien était était autour du sac. Et c'était une très belle expo qui a voyagé partout dans le monde. Et effectivement, pour les vitrines, on avait développé ces écrans portables autour. C'est le bâtiment construit par Zaha Hadid. Zaha Hadid, exactement, qui finalement a été offert à l'Institut du monde arabe. Voilà, après le circuit qu'on a fait, où on a été présent à Londres, à Hong Kong, où on s'est posé dans des endroits inattendus, parce que je pense qu'on est une marque, on est toujours là où on ne nous attend pas, donc forcément c'était intéressant de travailler aussi avec ces artistes et d'avoir leur vision effectivement du sac iconique de la marque. Oui, puis ce qu'on peut dire pour avoir un regard et profiter de cette discussion très rapide autour de l'art, c'est que vous avez vraiment été pionnier dans le domaine par rapport à ce mobile art que vous aviez créé avec Zaha Hadid. Et c'était vraiment intéressant à découvrir. Donc là, on va maintenant, après l'ambiance de travail, passer à vos inspirations dans votre service, avec les gens qui travaillent autour de vous. Ouais, cette fois-ci, elles sont en couleur, les images. On passe à la couleur. Donc voilà, il y a toujours Rodolphe Menudier qui est pas loin, parce que ça m'inspire aussi. Voilà, bon, moi, je suis une touche à tout. Hein, c'est vrai que je suis là pour orchestrer aujourd'hui des équipes créatives. Mais moi, je dessine énormément. C'est un besoin vital, et c'est vrai que. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui est intéressant aussi, c'est justement de recruter et d'avoir effectivement toujours des nouvelles personnes, en tout cas dans mes équipes, qui nous apportent de nouvelles idées. Et bon, là, vous voyez quelques exemples de Rodolphe Menudier. C'est vrai que c'est mon mood board que j'ai derrière. J'ai quelques petits mots que je garde, mais j'aime beaucoup Soulage. Effectivement, on voit quelques photos de séances de photos pour un catalogue, des chaussures qu'on a réalisées. Mais c'est vrai que je m'inspire de plein de choses. Mon équipe aussi, et on voyage. C'est vrai qu'on a la chance de voyager, on a la chance d'être en mode projet, d'être autonome quand même sur nos projets en termes de création. On a une certaine liberté qui est très proche de celle que Gabrielle Chanel a apporté à la femme, à la mode. Donc on reste toujours dans ces valeurs, les valeurs de la marque, les valeurs de Gabrielle Chanel, et que Karl réinvente toujours. Voilà, donc c'est des photos. Mais ce qui est intéressant, ce qu'on peut dire aussi, puisqu'on est avec pas mal d'étudiants ce soir qui sont là, c'est que ce que tu es en train de présenter là, c'est aussi ta curiosité. Ce que tu aimes, ce que tu regardes, ce que tu as envie de conserver. Et ça, je pense qu'on le dit assez souvent à l'école, mais que c'est la base de tout. La curiosité, l'ouverture, la découverte, aller chercher les informations, se les approprier. Donc c'est vraiment, là c'est une illustration comme ça. Oui, c'était voilà, mais c'est important que vous ayez ça en tête vraiment. Mon univers, mais je crois que voilà, je dis pas que c'est comme ça qu'il faut travailler, mais voilà, moi c'est ma façon de travailler. Ouais, mais je pense que la plupart. Alors c'est vrai qu'après, est-ce que certains décident, est-ce qu'on est plutôt à travailler sur des ordi? Moi je suis un peu old school. Hein. Moi je suis un peu vieille, donc forcément je suis voilà, moi je sais que décider.
Mais voilà, donc je dessine pas sur ordinateur. mais voilà, mes équipes le font très très bien. Voilà, mais le dessin est important. C'est drôle parce que justement Gabrielle Chanel ne dessinait pas. Gabrielle Chanel construisait les modèles directement avec la matière sur les Stockman, vraiment dans son atelier avec ses équipes, elle épinglait, etc. Bon, Karl, Karl est un dessinateur, voilà, qui pour lui, c'est la vie. C'est vraiment la photographie est venue après, la réalisation de films, mais le premier geste, effectivement, c'est les dessins. Et c'est vrai que moi, ça me fascine. J'ai la chance. Enfin, je suis contente d'avoir ce talent. Je n'ai pas d'autre, mais j'ai au moins celui-ci. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'important que j'essaye moi d'inculquer à mes équipes aussi, parce que certains parfois sortent des écoles. Alors, je ne sais pas si les directions des écoles nous entendent, mais parfois ils ne savent pas dessiner. C'est-à-dire qu'ils savent dessiner sur ordinateur, mais pas forcément en prenant un stylo, un crayon. Et c'est vrai que nous, dans la maison, on porte vraiment ces valeurs-là. Voilà. Donc c'est juste pour vous raconter un petit peu. Voilà, bien sûr, la mode est inspirante, les couleurs, on a la chance effectivement aussi. Moi, je travaille à la mode, mais il y a beaucoup de partage avec les autres divisions. On a bien sûr les parfums beauté, on a aussi l'horlogerie joaillerie. Donc effectivement, on travaille avec les couleurs des maquilleurs, enfin du studio maquillage, et c'est génial de pouvoir faire ces couleurs. Ça nous permet effectivement de nous donner un guide, un cadre, de pouvoir se servir. Effectivement, Gabrielle Chanel avait ses couleurs, peu de couleurs, mais elle en avait. Et Karl est beaucoup plus explosif, c'est vrai, mais c'est vrai qu'on a de la chance de pouvoir aussi se servir de toute cette division maquillage qui est ultra créative. Voilà. Donc ça, c'est une pièce de la collection Paris-Séoul où on a défilé effectivement à Séoul, donc vraiment inspiré de la tradition coréenne. Et voilà, moi, c'est vraiment une façon de travailler mes couleurs avec mes équipes pour les projets que l'on a. C'est vraiment, on a toujours effectivement cette référence quand même aux collections aussi qui est super importante et qui apporte beaucoup de richesse. Voilà. Après, c'est des moodboards, des idées, et effectivement, on a besoin d'en avoir. Voilà, moi, mes feutres préférés, qui sont toujours avec moi. Voilà, moi, je suis entourée de tout cet univers. Voilà, bon, les tissus, la matière, parce que ce qui est très important, effectivement, le produit. Effectivement, les collections sont super. Nous apportent, en tout cas, déjà des textures. Donc, c'est vrai que demain, les étudiants ont demandé une visite de la boutique et vous allez vous rendre compte, effectivement, de la richesse de nos boutiques et de la façon dont Peter Marino, qui est notre architecte américain, effectivement travaille nos boutiques, notre réseau de boutiques, et effectivement il travaille énormément les textures, il travaille aussi avec des artistes et des artisans, et c'est vrai que les tissus qui sont exclusifs pour la marque effectivement sont retravaillés aussi après, et on arrive effectivement sur un côté pas ameublement, mais il y a des inspirations, et on retrouve un peu tous les codes de la maison, donc les tissus sont toujours présents. Voilà, des petits croquis, d'événements. Voilà, bon, après, on va passer vite. Voilà, on fait des choses aussi. Voilà, on a énormément de formats d'événements. Que ce soit effectivement ludique. Là, effectivement, c'était des vitrines pour les Galeries Lafayette au moment de Noël. Donc, voilà, on a travaillé sur une rétrospective de toutes les collections qu'on a eues, qui s'appellent, enfin, des collections qu'on fait avec nos maisons d'art, parce qu'on a la chance d'avoir des artisans talentueux qui, certains travaillaient déjà avec Gabrielle Chanel, notamment en Gossens. Et effectivement, ces maisons nous permettent effectivement de pouvoir transmettre un vrai savoir-faire. Ça, peut-être que moi je peux en dire un mot, c'est peut-être plus facile pour moi de dire cette intelligence de la maison Chanel qui, vous le savez, a décidé de racheter une partie des savoir-faire qui font de la maison aujourd'hui. Donc il y a un certain nombre de maisons, donc Le Sage, Gossens, Massaro, Maison Michel, et puis il y en a beaucoup d'autres, L'Oignon, les plissés L'Oignon, il y a des gens qui fabriquent aussi
du cachemire. Voilà. Et Chanel aurait très bien pu racheter ces maisons pour son usage, on pourrait dire, exclusif, alors qu'aujourd'hui, une maison comme Le Sage, par exemple, collabore avec toutes les maisons de mode du monde. Et c'est cette ouverture toujours exceptionnelle et cette manière de penser très particulière, très spécifique, qui fait rêver de l'extérieur en tous les cas. Et c'est plus facile à dire pour moi, évidemment. Puis un moyen de préserver notre patrimoine, sinon tous ces métiers n'existeraient plus. Donc c'est vrai que c'est les plisser l'oignon ou la broderie de Calais, je sais pas, il y a plein de choses et c'est vrai que heureusement qu'ils sont là et surtout on a 2 collections de haute couture, donc on fait de la haute couture et effectivement c'est des métiers peut-être qui n'existeraient plus, et aujourd'hui c'est important effectivement d'avoir ces maisons qui nous permettent, et moi je fais des ponts très régulièrement avec eux sur des vitrines et je travaille les plumassiers, etc. On va les retrouver après. Voilà. Donc on est un peu à mi-chemin de notre présentation. On a parlé de beaucoup de choses qui sont les inspirations d'Agnès, son endroit de travail, et on va maintenant, avant de rentrer vraiment dans le travail, parler des collaborations. Donc il y en a une qui est déjà apparue à l'écran tout à l'heure, que tu vas nous présenter, qui est une collaboration spécifique avec Julien Colombier. Qui est une rencontre particulière et qui va se décliner de plusieurs manières. Et puis, on parlera des hasards de la vie. Oui, parce que je disais qu'on faisait beaucoup de faits maison, mais c'est vrai qu'aussi, on a des projets où effectivement, quand on cherche l'inspiration, quand on cherche effectivement des idées, c'est important effectivement parfois de se dire, tiens, on va voir ce qui se passe ailleurs. Moi, je le fais régulièrement et c'est vrai qu'à l'occasion d'un événement, notamment pour le Grand Magasin à Rhodes, que certains ont peut-être vu, je ne sais plus quand est-ce que c'était exactement, mais effectivement, on a eu la chance de pouvoir avoir presque les 70 vitrines du Grand Magasin et de pouvoir effectivement raconter une histoire à l'intérieur de ce magasin et d'ouvrir une boutique éphémère et de faire une exposition sur l'image ouverte au public. C'est vrai que c'était une des premières fois où on faisait ce travail-là, où effectivement on se dévoilait un petit peu plus. Et c'est vrai que c'était une collection d'hiver où Karl avait travaillé sur des motifs qui représentaient des sous-bois avec vraiment des poèmes de Reverdy. Donc il y avait quelque chose de très très poétique dans son univers. Et effectivement, je cherchais le moyen effectivement de faire un lien avec ça. Et c'est vrai que je suis tombée par hasard sur cet artiste français. Et ça m'a sauté aux yeux. Donc effectivement, on a commencé une collaboration avec lui qui a duré par la suite parce qu'on verra d'autres exemples. Donc là, je vous ai juste, parce que l'expo était il y a quelques années, donc effectivement, on lui a donné carte blanche pour réaliser des vitrines et mettre en scène nos collections. Donc ça, c'était les vitrines du Grand Magasin et on a décliné des outils, on va dire, pas de communication, mais de façon de parler, en tout cas de cet événement, avec un pop-up book, avec des illustrations. On a également fait une boutique éphémère qui faisait à peu près 250 mètres carrés. C'était un grand espace où on exposait nos produits. Et en fait, on a fait travailler Julien et ça a été une belle expérience parce qu'on continue à travailler avec cet artiste et dès qu'on a l'opportunité, ou en tout cas dès que c'est pas qu'on cherche forcément des collaborations, mais parfois ça fait partie de nos métiers. Je pense qu'on a besoin de partager. Bien sûr qu'on peut avoir des idées, on en a plein des idées, mais parfois c'est bien d'injecter et d'avoir effectivement un autre regard et des gens qui nous apportent une vision différente de ce qu'on pourrait imaginer. Et ça matchait très bien avec l'histoire de la collection. Voilà, et ça, c'est... on en parlera après, mais du coup, Jean-Pierre est tombé sur cet artiste aussi et on a fait un autre projet avec lui et effectivement, il est tombé sur le travail de Julien et il a souhaité l'inviter lors d'un festival. Donc ça, c'est une réalisation qu'il a fait à la Villa Noailles.
il présentait son travail. Voilà, et du coup, c'est juste, je vous montre ça. Donc, Jean-Pierre m'avait demandé effectivement d'écrire un petit mot sur le travail de Julien, qui m'a énormément inspirée et qui va faire un lien effectivement avec le projet que l'on a fait à Rome avec Julien. Voilà, donc là, on est rentré vraiment dans ce qui est le cœur de ton travail. On parlait de boutiques éphémères. Il y a aussi les vitrines, l'importance des vitrines. Donc on pourrait dire que l'on va décliner ces 3 thèmes-là, les vitrines, les boutiques éphémères et les répliques, les fameux voilà, répliques les événements, parce qu'on a beaucoup d'animations dans nos boutiques, voilà, sur des lancements de produits ou simplement des événements images. Donc effectivement, on a plein de formats différents pour illustrer nos collections, pour les faire vivre et surtout pour voilà, inviter nos clientes effectivement à découvrir nos collections à travers ces événements. Et c'est une façon effectivement de parler aussi toujours de nos 3 piliers, de nos valeurs, qui sont effectivement la haute couture, la haute joaillerie et la haute parfumerie. Donc voilà, là on a appelé ça Voyage à Rome. Donc là c'était l'idée, on a ouvert une nouvelle boutique, un flagship store à Rome. Et effectivement, on avait notre boutique d'origine qui était auquel on ne savait pas quoi en faire. Et effectivement, on a décidé d'ouvrir un pop-up store, une boutique éphémère. Et elles sont juste à côté. C'est là où l'exercice était intéressant. C'est là où il faut avoir cette capacité de s'adapter dans certaines situations. Et c'est pas évident parce que c'est vrai que cette boutique est à 100 mètres de l'autre. Donc comment ne pas faire ombrage et comment effectivement donner et apporter notre regard sur la collection, surprendre toujours nos clientes. Voilà, donc c'était une façon, effectivement, on saisit l'opportunité. C'est pas vraiment réfléchi très longtemps à l'avance. C'est génial, c'est que la boutique éphémère, ça nous permet aussi, c'est une forme de laboratoire, forcément. On peut, moi, dans mon métier, ça me permet de tester des choses. Parce qu'effectivement, il y a la boutique dessinée par Peter Marino, nos boutiques avec une vraie signature forte, où on a toutes nos collections. Et après, on a ces espaces éphémères qui viennent, au contraire, apporter un éclairage différent et d'autres propositions. Et voilà. Et donc, du coup, voilà, on a travaillé sur la ligne qui est vraiment... un élément fort de l'histoire de Gabrielle Chanel par rapport effectivement à la veste, à son enfance dans cet orphelinat à Aubazine où effectivement elle a vécu dans un dépouillement total, mais où effectivement ça l'a énormément inspirée, ce côté très minimaliste, très marqué, et donc elle en a fait un fil conducteur. Et c'est vrai que si vous regardez les packaging des parfums, si vous regardez beaucoup de choses dans nos produits, nos collections, effectivement c'est un élément important. La veste, c'est un montage, un façonnage qui est particulier, et donc on est parti là-dessus, donc sur une architecture très éphémère. Et c'est effectivement, on a fait intervenir Julien, parce que dans cette boutique, il y a un patio très beau. Et effectivement, on avait envie d'apporter déjà un assortiment un peu différent. On a travaillé la collection en apportant un côté plus masculin, féminin, qui est encore propre effectivement à nos collections. Gabrielle a énormément apporté. Je veux dire, elle a été la première femme à se couper les cheveux, à recycler des matières dédiées plutôt à des costumes d'hommes. Voilà, elle a apporté beaucoup cette masculinité importante de par ses amours, de par ses rencontres aussi avec le duc de Westminster, avec qui c'est là où elle a découvert le tweed, où elle a découvert, voilà. Donc on est parti sur ces histoires parce qu'on a tellement un héritage fort que c'est vrai que c'est passionnant, c'est de pouvoir effectivement jouer avec tout ça. Et c'est vrai que le travail de Julien a été d'apporter cette poésie dans cet espace qui est très, très minimal, très dépouillé, mais qui met vraiment les collections en avant, qui vraiment souligne les produits, voilà. Et je pense que, je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui visitent nos boutiques, enfin j'espère, mais c'est vrai que voilà, on a une très belle boutique à Genève, on en a 2 même, enfin une très belle boutique qui est rue du Rhône. Et c'est vrai que si vous avez l'occasion d'y aller, mais en tout cas vous les étudiants demain, vous verrez la différence, le gap qu'on peut avoir entre effectivement
quelque chose qui est un peu plus ostentatoire, enfin en tout cas un peu plus lié à une écriture architecturale qui est plus effectivement dans un côté un peu orientaliste. Enfin, il y a pas mal de choses et ces propositions-là qui font partie aussi de notre écriture. Ça a duré combien cette boutique éphémère à Rome? Elle en fait, elle devait être éphémère 4 mois et ça fait 2 ans. Mais elle va bientôt être plus éphémère. Non, mais en fait, c'est ça. C'est ça Chanel aussi, c'est ça qui est bien en fait. Oui, voilà. Donc c'est bien au début, effectivement, on a fait ça. Donc pour nous, c'est pas si facile parce que c'est pas la même façon de réfléchir et de penser entre faire une boutique effectivement pour en tout cas un certain nombre d'années, au moins 5 ans ou 6 ans. Voilà, parce que la mode passe et de faire un événement, une soirée. Une soirée effectivement ou une semaine un pop-up ou souvent les pop-up stores, ce qu'on appelle les pop-up stores, nous en général on les fait dans des lieux où on n'a pas de boutique. C'est vrai comme Saint-Tropez, Courchevel, c'est pas très loin de chez vous. Je vous invite aussi à venir cet hiver. Mais c'est vrai que normalement ça a une durée de vie très courte, donc nous on pense ces créations de façon là, mais effectivement, on a toujours quand même en tête un certain standard. Donc, effectivement, voilà, cette boutique, elle vit depuis des ans très, très bien. Et les œuvres de Julien Colombier également. Voilà, comme vous voyez, c'est vraiment des installations. C'est vraiment comme des installations. Voilà, où on a travaillé la beauté aussi avec un autre graphisme. Voilà, donc c'est une jolie façon de parler de la marque avec d'autres codes. Donc après ce pop-up store de Rome avec Julien Colombier, il y a une boutique dans le monde qui est un symbole particulier pour des tas de raisons que tu vas nous raconter. C'est la boutique de Saint-Tropez. Donc elle illustre une partie de ton travail et donc on va la découvrir et puis tu vas nous raconter. Surtout parce que ça a été une des premières et en fait voilà, on a fait un défilé croisière à Saint-Tropez. Mythique. Oui, qui était sur le port et c'était une jolie histoire assez incroyable et on n'a pas forcément envie d'avoir une boutique là parce que c'est pas l'idée d'avoir voilà, on n'a pas envie, on cultive la rareté, on cultive tout ça chez Chanel, hein, un peu le mystère et on n'a pas envie effectivement d'avoir des centaines de boutiques et tout d'un coup effectivement il s'est avéré que c'était un tel bonheur ce défilé que ah pardon, ah oui voilà. C'est parce que je l'ai à l'écran et je parle. Et c'est vrai que ça nous a semblé évident de se lancer dans cette aventure et c'était il y a quand même 7 ou 8 ans maintenant et voilà, et c'était la première fois. Alors c'était pas exactement celle-ci parce que l'idée d'une boutique éphémère chez Chanel c'est justement de pouvoir changer et pas forcément garder les mêmes endroits. On a trouvé cet endroit, on ne l'aurait pas trouvé, on n'aurait pas fait la boutique, mais comme quoi les lieux aussi déterminent souvent, les décors déterminent beaucoup de choses. Et on était tombé sur une autre maison un peu similaire dans le centre de Saint-Tropez et on avait testé des choses, donc c'était nos premiers pas dans ce domaine. Et on avait ouvert juste pour la saison, donc c'était d'avril jusqu'au voile en octobre. Donc c'était, voilà, on a découvert, et nos clientes ont découvert les collections d'une autre manière et c'était... vraiment, ça nous a donné le goût effectivement de continuer en ce sens-là, mais sans en faire trop. C'est pas l'idée d'ouvrir des pop-up partout. Il faut que ça ait du sens en fait. Donc là, on est au cœur de votre travail. Donc voilà, là c'est un hôtel en fait qui s'appelait la Mistralée et effectivement qui est situé juste en face de la fameuse gendarmerie à l'entrée de Saint-Tropez, qui vient d'être rénové. Du coup, c'est devenu un musée également. Il y a un très bel hôtel de Paris aussi qui a été rénové. Donc je trouve intéressant de pouvoir effectivement, quand on a déménagé là, il n'y avait rien. C'était vraiment une entrée pas très jolie. L'autre endroit, il y avait beaucoup plus d'élégance, etc. Mais cette maison nous a complètement... on est tombé amoureux de cette maison. Et on partage tout ça avec Karl aussi, parce que c'est important qu'il ait aussi un coup de cœur et qu'il s'y retrouve. Et il adore cette boutique. Et effectivement, c'est un hôtel d'une 20aine de chambres. Et on l'a complètement investi. Donc c'est une autre approche, c'est une autre façon, en tout cas, d'inviter nos clientes. On est dans un acte d'achat et un désir pour la marque un peu différent. J'ai pas beaucoup de photos. Donc là, comme vous pouvez découvrir,
En fait, donc les chambres, bien sûr, ne sont pas occupées, en tout cas, mais c'est vrai qu'on a un espace à peu près de 150 mètres carrés. C'est pas immense, qui est réparti donc dans le bâtiment principal, plus la verrière. Et on a énormément de chance. On a découvert effectivement une piscine avec un pool house. Donc effectivement, l'objectif de ces pop-up, c'est effectivement que chaque année, on redesign tout. On part de rien. C'est-à-dire que voilà, on a un décor là, on vient d'ouvrir cette boutique, on vient d'ouvrir ce nouveau décor, de réouvrir la maison au mois d'avril. Donc on a travaillé sur la brique et on le valorise, on a travaillé le jardin qui n'existait pas vraiment et on construit, on l'améliore. Donc là c'est le décor de la saison. Là c'est le décor de la saison. Voilà, ça c'est une photo à droite. Du salon principal de la maison, qui est avec des matériaux plutôt des pierres. Mais je ne sais pas si vous pouvez l'imaginer, mais c'est vrai que là, c'est pour quelques mois. On fermera cette boutique début octobre. Et l'année prochaine, on aura un décor, mais qui n'a rien à voir. Alors, c'est vrai que je n'ai pas mis... Mais si vous allez sur les réseaux, si vous faites des petites recherches, vous allez voir toutes les déclinaisons qu'on a faites. Et parfois, on s'inspire d'une collection, mais on peut s'inspirer aussi de l'air du temps. On s'inspire de plein de choses différentes. C'est pas forcément... ça peut être la collection, mais pas forcément, parce que on est entre deux collections, parce qu'on est sur l'été, mais on a nos maisons d'art qui arrivent au mois de juin. Donc voilà, on peut s'inspirer d'une couleur, on peut s'inspirer on peut voyager. Voilà. Donc on en a beaucoup entendu parler pendant le festival d'hier, en tous les cas, de la qualité de l'ouverture de cette boutique Chanel à Saint-Tropez cette année. Ouais, c'est un endroit inattendu et je trouve que c'est un plaisir des yeux. Et voilà, on a la chance de pouvoir travailler sur des projets aussi spectaculaires. Voilà. Après, là, on passe à un autre exemple. Donc, juste pour finir sur les pop-up, effectivement, il y a Saint-Tropez, il y a Courchevel qui reviennent régulièrement. Rome, c'est un cas à part. Mais après, effectivement, on est aussi amené de par le monde à avoir effectivement cet exercice à faire. Pour les mêmes raisons, on rénove une boutique et en attendant... on a la possibilité pour quelques mois ou une année d'investir un lieu et de le transformer. Donc c'est assez intéressant. Enfin, en tout cas, pour nos métiers, c'est génial. Là, voilà, un autre exemple de design, plus de mobilier d'un espace. Voilà, ça c'est... donc on a dans toutes nos boutiques, effectivement, une partie... parfum beauté, on a aussi l'horlogerie et joaillerie et on travaille aussi sur des concepts, des nouveaux designs. Donc là, c'était sur l'espace horlogerie. Effectivement, c'est juste pour vous montrer voilà, des approches différentes. On est en perpétuel mouvement, en fait. On a l'impression que les boutiques sont identiques, mais en fait, il se passe énormément de choses à l'intérieur. Donc voilà, là, c'était... de travailler le monde de l'horlogerie, qui est un monde à part, mais on est une maison de mode. Donc c'est comment nous, on s'approprie cet univers, ces collections, et on les reconnecte vraiment avec une expérience mode. Et voilà, et c'est intéressant parce qu'on n'est pas deux horlogers, on va dire, c'est pas l'idée, mais c'est effectivement de faire vivre à nos clientes des expériences un peu différentes, et donc avec un mobilier, un design particulier. Donc on n'est pas forcément dans l'idée d'un comptoir très simple où on présente... Voilà, on essaye de les faire rêver, d'apporter un esthétisme particulier. Et ça, c'est vrai que on a la chance de pouvoir travailler avec nos équipes américaines aussi là-dessus. Et c'est une belle collaboration, et on peut vraiment échanger et apporter notre vision, nous, de visual merchandiser, et vraiment de notre expertise mode. Voilà, donc d'autres dessins. Voilà. Après, on travaille effectivement, moi, mes équipes travaillent aussi sur tout le développement de la façon de présenter tous ces produits, parce que voilà, c'est un métier clé, le métier de visual merchandiser, la mise en scène des produits. On ne pose pas les choses par hasard. Enfin, en tant que cliente, peut-être vous en rendez pas compte, mais il y a beaucoup de travail derrière. Et c'est important de séduire et de pouvoir raconter des histoires toujours autour de ça. Là, un autre exemple d'événements, donc c'est nos shows. Donc je pense que ça va vraiment vous intéresser. Donc on a 8 shows par an, 8 défilés. On ne défile pas toujours à Paris. C'est vrai que le Grand Palais est vraiment un lieu
qu'on adore, qu'on affectionne énormément, mais Karl aime aussi s'inspirer et a envie de faire voyager nos clientes. Donc voilà, là on était à Rome et c'est un défilé qui se passe en décembre et c'est une collection qui est travaillée avec nos maisons d'art, comme on en parlait précédemment. Donc c'est entre le prêt-à-porter et la haute couture. C'est pas la haute couture, mais c'est vrai qu'il y a un travail incroyable fait par nos maisons d'art et nos petites mains. Voilà, donc c'est des vrais bijoux. Et donc on a besoin de lieux un peu exceptionnels. Donc là, c'est un exemple. On a défilé à Rome, dans les studios de Cinecittà. Donc c'était... tout est très pixelisé. Donc on a reconstitué Paris et effectivement la thématique était forte et le fait d'avoir pu travailler avec les équipes de cinéma, ça a été quand même quelque chose d'exceptionnel. Ça nous fait grandir aussi et c'est un autre travail, une autre approche. Donc on a pris justement un studio qui s'appelle le numéro 5 d'ailleurs. Il est le studio 5, voilà. Peut-être que ça nous a influencés, eux aussi peut-être. Mais c'est vrai qu'on a une espèce de photogénie incroyable dans le détail, d'essayer de reproduire un quartier de Paris. Et ce que je vous propose de découvrir, c'est effectivement une réplique de ce show. Je vous montre juste 2 images. Voilà. Ça c'était à Rome. C'est assez particulier parce que... Vous êtes les seuls à faire ce genre de choses. Donc, quand on parle de réplique de show, ça veut dire qu'un show des métiers d'art qui a été présenté à Rome va être reproduit exactement d'une certaine manière à l'identique dans un autre pays pour d'autres clientes, pour d'autres marchés. Oui, parce que tout le monde n'a pas la chance de pouvoir venir à Rome, se déplacer. Donc, effectivement, on est une marque française mais internationale. Donc, c'est vrai qu'il y avait une envie de proposer ce show donc à Beijing. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est dans ton périmètre. Dans mon périmètre également. Donc, vous voyez, il y a une grande richesse dans les formats d'événements et le travail qu'on peut avoir. On a un scope de travail qui est très très large parce que les défilés, c'est une autre organisation, une autre orchestration. Mais c'était un moment magique et surtout le challenge était grand parce que Cinecittà est resté à Cinecittà. Il n'est pas venu en Chine pour faire des décors. C'était pas possible. Donc il a fallu s'adapter et voilà. Et nos métiers, c'est ça aussi tous les jours. C'est comment effectivement s'adapter au cas par cas. Et comment effectivement faire aussi bien ou en tout cas donner peut-être une autre proposition mais qu'on soit toujours dans le mood et respecter effectivement les collections, la création de Karl et vraiment ça c'est important, c'est vraiment notre objectif. Donc là, tu nous proposes de voir voilà, donc ça c'est la version, je vous expliquerai après mais c'est juste un film effectivement de la soirée du défilé, mais vous allez voir, il y a des petites surprises et c'était intéressant de travailler avec les équipes locales, avec des gens qui ont d'autres métiers, d'autres façons de travailler, peut-être moins habitués que nous. Donc voilà, on va vous montrer un petit film. Éteindre la lumière. C'est possible d'éteindre la salle ? C'est pas mon ordinateur, ça. Ça marchait bien la répétition, je vous promets. C'est pour ça que je te lance. C'est fini là. Ah non, on n'a pas. There is something to the
Donc voilà, comme vous venez de voir, effectivement, on a fait appel à d'autres technologies. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé les personnes capables effectivement d'apporter cette matière et cette façon de travailler le décor de théâtre. Donc effectivement, on a travaillé une technologie un peu différente qui est de la projection d'images. Donc en fait, tout est faux. C'est juste des façades. Et sur les façades, on a reproduit effectivement des dessins bien particuliers de la ville de Paris, en noir et blanc, et ensuite après on a une programmation pour la partie soirée, parce qu'on a souvent effectivement des soirées ensuite. On avait besoin effectivement de casser les codes et d'apporter quelque chose d'un peu plus festif, donc on a lancé une programmation visuelle très nouvelle, et c'est vrai que ça marche, et le lieu et c'est dans un lieu assez intéressant, parce qu'on ne choisit pas non plus les choses comme ça. On est allé dans le Art District de Beijing, et c'est vrai qu'on a fait ce show dans un container de gaz. C'est les premières images que vous avez vues au début. Il y avait écrit Teatro Cinque, et effectivement c'est encore un autre challenge de pouvoir arriver et de pouvoir transformer ces espaces et de pouvoir faire vivre à nos clientes quelque chose qu'elles auraient pu vivre à Rome, mais on n'est pas à Rome, on était à Beijing. Voilà, donc c'était on voit l'image, voilà, ça qui est assez spectaculaire, effectivement, mais qui est aujourd'hui dédié justement à ce genre d'événement. Et voilà, donc ça a été une expérience assez incroyable. Voilà, juste un autre exemple après de vitrines, de décors de vitrines liés à cette collection Paris in Rome qu'on a décliné partout, effectivement. Enfin là, notamment en Chine. Voilà. Après, on va aller vite sur la Villa Noailles. Oui, on peut même sauter la Villa Noailles. Non, mais en même temps, c'était intéressant. C'est intéressant de voir aussi comment la marque, au travers de ton travail, se rapproche des jeunes créateurs. Donc là, c'est un festival de design, d'architecture d'intérieur de Toulon, Design Parade Toulon, qui a primé ces deux jeunes artistes français et que la Maison Chanel a choisi de remettre en scène pendant le festival de mode cette année. Oui, on leur a offert la possibilité effectivement de pouvoir s'exprimer à travers nos maisons d'art. Donc on leur a laissé carte blanche pour pouvoir investir 2 lieux près de la Villa Noailles, dans les jardins de la Villa Noailles. Donc ils ont rencontré, donc c'est une expérience assez intéressante pour eux aussi, parce qu'ils ont rencontré justement les maisons d'art, et c'était axé plutôt sur les broderies de Le Sage. Voilà, donc ils ont investi une maison des jardiniers, je crois. Et effectivement, on avait organisé 2 programmes, notamment de broderie, une broderie participative où il fallait s'inscrire effectivement pour apprendre le métier, mais pour essayer de broder, d'apprendre la gestuelle effectivement de la brodeuse. Et donc on a investi ce lieu, et ils sont partis sur un côté un peu Mondrian, et ils nous ont voilà, parce que Mondrian fait aussi partie de l'histoire de la vie de Gabrielle. C'est vraiment les artistes qu'elle appréciait et qui ont aussi forgé en tout cas sa signature dans tout son travail. Voilà, donc là c'est sur la maison avec des impressions d'installations un peu drôles qui reprenaient les broderies de la maison. Également un espace, la Summer House, où on avait une broderie participative. Voilà, des petites choses, mais on adore, parce que voilà, on avait primé ces 2 jeunes garçons pour la Design Parade, et c'est génial de leur offrir effectivement la possibilité de s'exprimer pour une grande maison comme la nôtre, et d'avoir leur vision. Voilà. Et aussi toujours une soirée quand même. Une soirée, c'est important. Et là, on a fait référence effectivement à notre dernière collection. Donc, on travaillait sur les codes couleurs de la collection. On a défilé au Ritz. Et voilà. Et donc, ils sont partis. Donc, c'est vraiment des moments charmants, et des collaborations qu'on aime beaucoup. Voilà, et qui enrichissent la maison et qui nous permettent de travailler avec des nouvelles têtes, des nouvelles énergies, des personnes qui nous apportent des idées aussi. Voilà, donc c'est un lieu sur la plage magnifique. Voilà. Donc là, on a passé en revue beaucoup de choses qui correspondent à ton travail du quotidien, mais je sais qu'il y a un projet particulier qui te tient particulièrement à cœur, qui est un projet de Visual Merchandising Academy, donc la VM Academy. Et voilà, mais c'est toujours pour notamment ce métier spécifique de Visual Merchandiser. Effectivement, c'était un métier qui n'était pas très valorisé, et comme c'est des métiers clés pour nous,
On avait envie de leur donner une perspective professionnelle plus intéressante avec un vrai parcours. Donc effectivement, et moi j'avais très envie de créer un vrai vivier, en tout cas, et cette école me tenait à cœur depuis que je suis rentrée chez Chanel, et je suis contente effectivement qu'on ait pu mener à bien ce projet. Et moi je recrute énormément. Je suis très heureuse d'être ici parce que peut-être ça va me permettre peut-être avoir la possibilité de découvrir des nouveaux talents qui pourraient faire partie de l'aventure de Chanel, et ça j'adorerais. À vos CV. Et voilà, dans la et je section, ne sais pas si ça vous a intéressé, enfin si, voilà, j'espère. Si ça va vous intéresser de travailler chez Chanel. Non mais On vous donnera les adresses demain. voilà, donc l'ENSAMA, c'est Olivier de Serres, c'est une école aussi assez incroyable qui forme des graphistes, des designers d'espace, des personnes aussi qui font de l'infographie, qui travaillent plutôt sur le digital. Enfin voilà, c'est toujours aussi très axé sur la technologie, et voilà. Et moi, je recrutais déjà dans cette école, voilà, pour renforcer l'équipe, et on a décidé de faire une collaboration avec eux et de pouvoir apporter à nos jeunes VM, ou d'ailleurs des juniors, mais aussi d'autres profils, effectivement leur apporter un métier et une ouverture d'esprit sur justement l'architecture, le design, parce que c'est vrai que le visual merchandising, c'est plutôt basé sur le produit et sur un travail un peu particulier, mais les sortir un petit peu de là pour qu'ils puissent se projeter, qu'ils puissent comprendre l'espace, comprendre effectivement l'art, la sculpture. Enfin, c'est leur faire effectivement découvrir tous ces métiers, toutes ces façons de communiquer, ces façons de s'exprimer aussi. Voilà. Donc c'était un programme international, et ça, c'est un projet que tu as vraiment porté. Oui, complètement. Voilà. Et c'est super intéressant. Vous allez voir, il y a un petit film aussi, et vous allez découvrir. Donc, bien sûr, il y a plein d'objectifs derrière, mais c'est vraiment pour les. Alors, il y a une partie formation, mais c'est plutôt pour les ouvrir effectivement à l'univers de l'art, de la mode. Ils y sont tous les jours, mais c'est vrai qu'on se rend compte que voilà, c'est des métiers qui ont besoin de grandir, et donc d'apprendre des nouvelles choses. Donc là, il y a un film à lancer. C'est chez toi le film ou c'est chez... Non, donc c'est un petit film qui va vous permettre de découvrir et de visiter cette belle école qui est l'ENSAMA. Et on avait déjà travaillé avec eux, avec le comité Colbert, qui est une fédération effectivement des maisons de luxe. Donc on fait beaucoup de projets avec eux, pas que Chanel d'ailleurs. Ce qui est génial, c'est que c'est toutes les maisons, que ce soit Hermès, que ce soit Dior. Donc c'est des belles rencontres et des moments à partager où on offre la possibilité de travailler sur des projets. VM is the link between the studio of creation and our clients. The appeal of our boutiques, the atmosphere specific to each of them, rests on the talent of our visual merchandising teams. Our pursuit of excellence demands we constantly seek to innovate and create ambitious partnerships. Since February 2016, the prestigious ENSAMA Design School welcomes Chanel personnel in its VM Designer program, developed exclusively with and for Chanel. Our students are learning more than theory. They're learning a mindset, an openness to the world, and an ability to constantly reinvent themselves.
followed by a 6-month internship in the home market. The Ensama Visual Merchandiser graduates will form a network of experts with a shared business vision all over the world. Donc voilà encore un projet qui illustre ton travail à l'intérieur de la maison Chanel. Avant de conclure, je voudrais que tu nous parles de ton meilleur souvenir, un de tes meilleurs souvenirs professionnels. Donc c'était ce projet que nous avons réalisé à Londres, à la Saatchi Gallery, qui est un projet sur les valeurs de la marque et comme je vous l'ai dit en début d'entretien, effectivement, sur nos 3 piliers et l'héritage de Gabrielle Chanel et le travail de Karl, mais aussi toute une mise en scène effectivement de la haute couture, de la haute joaillerie et de la haute parfumerie. Ça me tient à cœur parce que on fait rarement des expositions, on a des événements autour de culture qui s'appellent Culture Chanel, qui voyagent, qui sont itinérants, mais qui ont un côté patrimonial en fait. Plus didactique, mais c'est vrai que là c'était vraiment l'idée de parler de la création et surtout de cet héritage et du travail de Karl Lagerfeld à travers toutes ces réalisations et aussi parce que c'est la Saatchi Gallery, c'est un lieu quand même pour moi qui est mythique et c'est vrai qu'on s'était ouvert au public et on a eu quand même 160 000 visiteurs. Et donc pour moi ça a été en tout cas un travail en collaboration proche avec toutes les équipes, le studio et c'est vrai que ça a été plusieurs années de travail et c'est vrai que j'ai vu un petit mot passer de Charles Saatchi à Karl effectivement qui était dithyrambique sur effectivement le travail qui avait été réalisé et qui était super fier et qui depuis l'expo de Yves Saint Laurent à la Metropolitan Museum à New York, il n'avait rien vu de comparable et que voilà. Donc c'est vrai que c'était pour moi un moment très très particulier. Voilà, et on finit juste sur le dernier défilé effectivement que vous avez sûrement tous vu. Spectaculaire. On n'a pas mis la vidéo, je pense que tout le monde l'a vu des milliers de fois sur les réseaux. Voilà, mais c'est pour dire qu'on est, on est en marche sur. Attention. Je voulais dire, mais en fait, on est dans le Grand Palais aussi parce que bon, cette fusée. C'est symbolique, c'est vrai, mais le Grand Palais qui reste aussi un endroit assez magique et voilà. Donc je pense qu'on est venu à. On est à la fin. Hein. Merci beaucoup de cet entretien, de cette présentation. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont des questions. C'est un peu long, je pense, je ne sais pas. J'espère que non. Pas du tout. Bon. Oui, on était censé vous dire au début qu'on n'était pas des professionnels de la conférence. Non, on n'est pas des conférenciers. Moi, c'est ma deuxième. Et, moi, j'ai fait d'autres trucs, mais pas exactement comme ça. Donc j'espère qu'on a... mais merci d'être venus nombreux, parce que c'est impressionnant de notre côté. Là. Voilà, c'est pas facile. On aime bien parler de nos métiers, mais bon. Vous avez des questions ? Je vais passer le micro si quelqu'un a une question. Peut-être pas. On a été parfait. Bonjour, je travaille pour un grand magasin, Bon Génie, et puis je voulais juste savoir au niveau de votre travail, comment vous, parce que chez nous, voilà, on parle toujours de travail en silo, c'est un peu notre problème. Je voulais savoir comment vous arriviez justement à ces idées de pop-up. Le départ, c'est toujours la collection. C'est souvent la collection. Voilà. Mais je vous dis, ça dépend vraiment des opportunités qu'on a. Et des besoins aussi. En fait, il y a des moments, c'est vrai que la plupart du temps, c'est autour d'une collection, mais ça peut être aussi l'idée de se dire, on a trouvé un lieu juste où on s'y voit. On voit la marque dans cet endroit et tout d'un coup, qu'est-ce qu'on peut raconter et surtout, c'est aussi découvrir d'autres pays aussi. Donc, ça nous inspire aussi. Je pense qu'on adore effectivement créer des liens culturels avec le pays. C'est pour ça qu'on voyage aussi et que Karl aime aller à Cuba, parce que ça va l'inspirer pour ses créations. Et effectivement, on ne se donne pas trop de règles finalement. Ça peut être effectivement aussi le lancement d'un produit, c'est vrai, mais on n'est pas aussi...
on est plus dans la création, le moyen effectivement de montrer, en tout cas de faire d'autres propositions, d'autres angles de vue de la collection. Donc on peut partir sur plein de choses, mais ça peut être sur une matière, ça peut être sur une inspiration de Karl. Il peut parfois effectivement avoir une envie sur un livre ou quelque chose, une peinture, et tout d'un coup on peut... Voilà, il n'y a pas forcément finalement trop de règles et de contraintes. Pas de contraintes de budget non plus. Si, alors ça forcément, surtout sur les pop-up. Alors ça, je peux vous dire que ah oui, non, parce que forcément, non, on est. Mais heureusement, sinon, on ne sait pas travailler. Enfin, moi, je ne sais pas travailler autrement. Hein. Sinon, oui, on a une liberté pour créer, mais si on n'a pas de but, si on n'a pas un budget, tout est possible. Mais en fait, finalement, créativement parlant, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Au contraire, je trouve que les challenges sont plus intéressants quand on a une enveloppe et qu'on se dit tiens, faut pas qu'on sorte de là. Non, il faut être raisonnable aussi. Et c'est tout le talent. Enfin, c'est tout le talent qu'on doit apporter. C'est justement même parfois avec peu de moyens. Voilà, quand on travaille avec Nabil Anouaï, ça c'est un exercice, je jure, qu'on adore. On peut vous en parler si vous voulez. Là, il n'y a pas beaucoup d'argent, mais c'est bien. Je trouve que c'est là où effectivement la création, enfin la façon. On prend d'autres moyens, d'autres chemins, et on y arrive, et toujours avec un niveau quand même d'excellence et de qualité et de savoir-faire, mais voilà, c'est intéressant de pouvoir aussi travailler avec peu de moyens. Mais on n'a pas forcément des moyens. Voilà. Enfin, il faut que ça soit raisonnable. Bonsoir. Moi, j'avais une question. On vient de parler des budgets. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi une idée des timings, par exemple, pour un pop-up comme Saint-Tropez? Combien de temps ça vous a pris à développer en interne et après à monter sur place? En fait, on est plutôt assez rapide dans l'exercice. À force d'en faire, je pense qu'on a aujourd'hui une certaine maturité. Particulièrement pour Saint-Tropez, on connaît bien les lieux. Donc, effectivement... Ça peut nous prendre parfois quelques mois, mais parfois on peut avoir décidé effectivement d'une idée en quelques semaines. Et après, en termes de réalisation, on a des clients fidèles, et on est fidèle aussi avec nos partenaires. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de constructeurs qui nous accompagnent, des gens avec qui on a l'habitude de travailler. Et c'est vrai que la mode, ça va vite. Si on n'est pas dans le mouvement tout le temps, on s'est déjà passé. Donc, c'est vrai qu'on a cette capacité dans notre organisation et la façon dont on orchestre tous ces projets. On a une certaine habitude, donc on peut aller très vite. Mais c'est vrai qu'un projet comme Mademoiselle Privée, je vous avoue que là, c'est plus d'une année de travail parce qu'il y a eu toute la réflexion autour du contenu. Donc c'est vrai que ça prend plus de temps, et c'est tout ce qui est ouvert au public, en tout cas quand on est dans des lieux comme ça, un peu particuliers, et effectivement il y a des contraintes, et surtout des musées ou des choses comme ça. Donc c'est un peu au cas par cas. Mais c'est vrai qu'une boutique, ça peut aller assez vite. Oui. Alors moi j'ai une question un peu plus personnelle pour vous. En fait, ça fait déjà un certain nombre d'années que vous êtes chez Chanel, et est-ce que vous ne dites pas que vous avez déjà un peu fait tout le tour Non, comme je vous dis, oui, moi ça fait 21 ans en fait, exactement. Voilà. Et non, en fait, ce qui est fou, c'est que moi je grandis avec la maison en fait. Donc je suis partie effectivement de rien. En tout cas, quand je suis arrivée, il y avait... Ce service, ce département n'existait pas, ce travail, ce métier vraiment n'existait pas de cette façon-là, en tout cas, surtout dans une maison de mode. On allait plutôt dans des agences, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il a fallu tout créer. Donc ça a été au contraire à chaque étape, ça a été une nouvelle façon d'apporter, de faire grandir les équipes, de travailler les collections. La maison a grandi aussi. Je veux dire, on n'avait pas autant de collections. Donc moi, je me suis pas ennuyée parce qu'effectivement le travail en lui-même a énormément évolué, et effectivement,
j'ai eu plusieurs cordes à mon arc. Enfin, j'ai pu développer des choses que j'avais jamais fait. Et effectivement, travailler sur les choses, c'était pas forcément mon domaine, mais tout d'un coup, effectivement, avoir la possibilité d'être impliqué dans ce dispositif et tout d'un coup c'est un nouveau métier qu'on apprend, donc aussi parce qu'on a des collections riches et que c'est une maison effectivement qui est là où on l'attend pas et que voilà il y a un amour aussi de ton métier qui fait oublier le temps. Oui. Enfin ça c'est oui. Si c'est non, mais après, aux étudiants on peut le dire aussi, je veux dire. Je sais pas ce que toi tu dirais par rapport à ça. Moi, ça fait 32 ans que je fais le festival d'hier, j'ai jamais l'impression de travailler, jamais. Donc oui, la lassitude n'existe pas. Je pense sincèrement que quand on aime le métier que l'on fait, la lassitude et le temps n'existent pas. La routine surtout, il n'y a pas d'idée de routine, c'est vrai. Donc c'est vrai que moi j'ai commencé avec 2 personnes, on est 52 ou 55 aujourd'hui. C'est pas la question de ça, mais c'est aussi que voilà, on a eu des besoins particuliers, des choses à développer et de travailler avec d'autres divisions. Moi, je suis vraiment à la mode, mais de découvrir d'autres divisions et de développer des projets avec eux. Voilà, c'est vrai que je ne me rends pas compte des années qui passent, du temps et voilà. Ouais. Non, et la mode aussi, je pense que cet univers est particulier aussi parce que les collections arrivent tellement, 8 collections par an, c'est énorme. Ça veut dire qu'on n'a pas le temps d'en finir une, qu'il faut recommencer une autre. Et je parle beaucoup des collections parce que c'est ce qui vraiment drive, en tout cas, tout notre travail. Donc non, j'espère que ça va continuer encore un peu. J'espère. À ce que je comprends, vous êtes un peu le laboratoire visuel de Chanel. Et je voulais savoir aussi le travail de Peter Merino, si vous aviez collaboré avec. Quand on le regarde, ça a l'air d'être un peu un extraterrestre dans le milieu de l'architecture. Et voilà, lui peut-être a une approche un peu plus classique, apparemment. Oui, mais parce que signer un réseau de boutiques comme ça, c'est des vrais enjeux. Donc je pense qu'effectivement, il a un travail effectivement où il doit. C'est quand même des boutiques où on est censé quand même vendre des produits. Donc forcément, il y a énormément de challenges et d'enjeux dans ces boutiques. Donc c'est pas le côté tradi, mais je pense qu'il s'est inspiré aussi de l'histoire de Gabriel et de la façon dont la marque a évolué. Donc c'est vrai que vous parlez un petit peu de classicisme, il nous faut ça aussi. On ne peut pas non plus faire que des pop-up. Les pop-up ne peuvent exister que grâce à ces boutiques. En fait, on ne peut pas avoir qu'un réseau ça, c'est pas possible. En fait, c'est très important d'avoir un socle comme l'héritage que l'on a de Gabriel Chanel, comme ces codes très forts. On a besoin effectivement d'avoir aussi une signature architecturale qui évolue elle aussi, mais on a besoin effectivement de la faire évoluer doucement. Le flaconnage, le flacon du parfum numéro 5, vous vous en rendez pas compte, mais il a évolué d'une façon incroyable. Mais c'est très subtil et c'est vrai que les boutiques, je pense que c'est des lieux, c'est des vraies destinations et c'est important que nos clientes s'y retrouvent aussi. Il faut quand même une signature qui est propre à la marque et qui incarne la marque. Donc je pense que c'est un travail différent. Mais ce que je trouve génial, c'est justement cette collaboration qu'on a et nous, on apporte tout ce travail visuel que lui n'a pas forcément. Parce qu'il apporte plus effectivement une dimension architecturale avec des contraintes de fonctionnement. Il y a beaucoup de fonctionnalités et je pense que c'est important qu'on soit quand même dans des codes et que ça reste une signature pour la marque. En tout cas, c'est la vie, c'est la façon dont effectivement la marque elle a besoin de cette image et c'est l'image qui correspond à notre marque. Voilà. Après, tout ce qui se passe autour, c'est des moments. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais je dois être ça. Bonsoir. Dans une des interviews de M. Karl Lagerfeld, ils avaient dit le marketing et la castration de designer. Et il écoute tout le jour de marketing, mais il n'a jamais vu le marketing en vrai. Dans quel point c'est la réalité ou c'est vrai en Chanel ou comment vous utilisez
On parle. C'est vrai que le marketing, il y en a dans toutes les maisons. Nous, c'est pas forcément. Marketing, c'est un mot galvaudé en fait. C'est tellement. On a la chance d'avoir un directeur artistique avec une forte personnalité qui nourrit la marque d'une façon incroyable. Et comme je vous disais, c'est vraiment le driver, vraiment la création est vraiment le cœur de notre activité. Donc toute cette partie-là, elle est nécessaire parce que forcément, il faut aussi orchestrer tous ces produits, ces lancements. Donc ça passe effectivement par la communication, par les achats des produits, la façon dont on va effectivement les promouvoir. Enfin, il y a tout un travail d'analyse, c'est évident. Même si chez Chanel, c'est pas en tout cas forcément. La mode, je pense que le domaine de l'univers de la mode est un peu particulier. Je crois qu'on n'est pas. C'est pas quelque chose qui vient nuire, en tout cas. Karl après Karl, voilà, moi, c'est lui, c'est Karl, et il a raison parce que lui, il peut le dire, parce que c'est vraiment c'est le porte-parole de la marque, et je pense qu'il a son avis là-dessus, mais forcément, on a des grandes collections, on a donc effectivement, il faut que tout ça soit un peu orchestré. Donc ça fait partie, mais voilà, moi en tout cas à mon niveau, ça. Je sens pas, non, j'ai pas cette sensation en tout cas d'avoir une certaine frustration, ou en tout cas et on fait pas de la résistance par rapport à ça, et on fait non, ça se passe bien en fait. Bonsoir, merci. Ça marche? Oui. Bonsoir, je voulais tout d'abord vous remercier pour ce témoignage inspirant. Et je voulais vous demander, étant moi-même étudiant en visual merchandising, quel est pour vous, ou quels sont pour vous les éléments qui font d'un concept VM un concept qui fonctionne? Alors, il n'y a pas de recette vraiment un miracle. Hein. Non, mais après, effectivement, moi, ma façon de travailler, en tout cas chez Chanel, ce qui est important, c'est que, effectivement, s'il n'y a pas que le visual merchandising, il y a aussi la partie conception qui est importante. Donc il y a différents profils qui s'associent, et il y a une vraie collaboration. Après, quoi qu'il arrive, le visual merchandising est vraiment le moyen d'avoir du succès assez rapidement. Enfin, en tout cas, de pouvoir rapidement raconter quelque chose et surtout animer les boutiques. Donc on peut se tromper aussi, hein. Je veux dire, parfois, on fait des vitrines, on fait des mises en scène avec des looks qui ne marchent pas. Ça peut arriver. On a des produits oui, qui se vendent peut-être moins pour une raison de couleur. Après, on ne fait pas des miracles. Le truc, c'est d'essayer d'apporter notre talent créatif et d'être effectivement tout le temps proche du produit. Donc, c'est pour ça qu'on crée des guidelines, qu'on essaye effectivement on fait pas, on n'improvise pas, mais il y a quand même une part d'improvisation aussi. Et c'est vrai que c'est un succès. Après, quand les équipes de vente nous disent génial, voilà, les clients ont adoré, alors que c'était un produit qui, même si c'est un produit fort, même si c'est un produit du show et qu'on l'a vu en presse et qu'après on l'a en boutique, tout d'un coup, c'est pas forcément qu'il va forcément bien se vendre, mais parfois il faut toute la magie et le talent des équipes pour le mettre en scène. Donc, j'ai un peu, ça va. Bonsoir. C'est plus une remarque, en fait, c'est l'autre côté du miroir. Je suis architecte d'intérieur et mes clients et clientes achètent des produits chez Chanel de manière plus que compulsive. Enfin, j'entends qu'elles ont certains moyens. Et je suis amené à faire des dressings qui font 150, 200 mètres carrés, parce qu'évidemment, tous ces fringues et ces accessoires, il faut bien qu'ils les mettent quelque part. C'est clair. Voilà, et vous êtes là pour ça. Voilà, exactement. Ça, et en fait, Chanel c'est fantastique, a une image tellement forte. Les clientes, elles sont dans un univers tellement puissant, très très beau, que quand elles arrivent à la maison et puis elles déballent en fait un peu, elles se trouvent un peu, pas déprimées, mais enfin j'entends, elles ont besoin qu'on reproduise. Ah. Oui, ça vous vous rendez pas compte de ça, mais de reproduire un univers qui serait une espèce de
de continuation, enfin de continuer le rêve c'est comme ça, intéressant, je trouve. alors évidemment avec des moyens et puis enfin, le même type. C'est qu'on fait bien notre métier en fait. Exactement. Enfin peut-être trop bien parce que. Peut-être trop bien. J'entends après, ça devient, c'est pas sclérosant, mais enfin j'entends, voilà, c'était juste pour une remarque pour dire qu'après il y a une suite et qu'il y a 2 autres gens qui doivent continuer le truc et puis nous rassurer. Hein, alors évidemment on change aussi enfin c'est pareil. Moi ça fait 20 ans que je suis dans la même boîte et puis les dressings étaient tout petits, c'était 1 ou 2 armoires il y a 20 ans. Maintenant c'est de plus en plus grand. Alors les messieurs c'est des parkings avec des dizaines et des dizaines de voitures, les dames c'est donc voilà, donc c'est juste une remarque pour pour dire qu'il y a une suite à votre travail, voilà, exactement, qui est voilà. Pour être un nouveau peut-être qu'il faudrait que vous ouvriez un département, ça vous fera moins de clients, mais exactement. Non, mais on pense. Mais les boutiques sont pensées aussi de cette façon-là. On a envie que nos clientes se sentent comme chez elles, en fait. Qu'elles retrouvent ce qu'elles ont dans leur dressing. Nous, on pense un peu à elles. Elles veulent retrouver exactement le même décor. Enfin, c'est pas tout à fait le même décor, mais elles veulent retrouver cet esprit. C'est pas seulement le fait de se fringuer, mais ça va au-delà. C'est tellement fort qu'elles peuvent pas imaginer que ça ne continue pas. Donc c'était juste pour vous donner le retour, c'est tout. Je ferai passer le message à Karl et au studio. C'est intéressant en tout cas. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question ? Bon. Eh bien, alors, il ne me reste qu'à vous remercier, Agnès Lély, Jean-Pierre Blanc. Merci beaucoup pour cette discussion que vous avez partagée avec nous. Toutes ces images qu'on a vues, qui finissent avec cette fusée incroyable. C'est vrai qu'à chaque fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous sortir encore ? Mais on a encore c'est vraiment des choses à raconter. Oui, je t'en prie. Merci beaucoup de cette invitation. Merci Agnès d'avoir accepté ce moment partagé. Moi, je peux juste témoigner de la qualité, de la magie que la maison transporte avec elle quand elle vient faire des événements ailleurs, par exemple. On l'a vécu ensemble pour les 30 ans. Et dire que c'est vraiment quelque chose de particulier, de rare et de vraiment très spécifique. Ça fait plaisir, ça donne de l'énergie, vous l'avez dit, ça donne envie de continuer, ça donne envie de vivre dans ces métiers, et ça c'est irremplaçable. Donc merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. J'avais normalement prévu de vous faire écouter une musique pour votre entrée, mais j'ai oublié de poser la question à Agnès, donc vous allez avoir une musique, comme c'est de tradition dans mes conférences, pour partir, et Agnès Lély a choisi un morceau de Sébastien Tellier qui s'appelle La Ritournelle. Voilà, bonne soirée et à la prochaine. Merci beaucoup en tout cas.